Vous êtes sur Africa 24, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. Réfléchir sur les priorités du développement du continent, c'est l'une des missions de CODA. Créée il y a environ 10 ans, cette structure ramène les acteurs non étatiques dans les débats organisés par les institutions intergouvernementales. Alors pour en savoir un peu plus sur cette structure, nous recevons Saoud Adem Asman. Elle est la directrice exécutive de cette organisation. Vous êtes à la tête de CODA, une organisation qui réfléchit sur le développement du continent. Parlez-nous de cette structure. CODA est une plateforme de dialogue et de débat qui a été mise en place il y a un peu plus de 10 ans maintenant, en remplacement à une plateforme qui faisait le même travail mais qui était basée à Washington. Et les Africains ont trouvé qu'ils n'avaient pas besoin d'aller à Washington pour réfléchir sur les grandes questions qui concernent les priorités de développement. Et donc, il y a eu cet effort de rapatrier ça. Et ça a été mis en place comme une initiative spéciale de la Commission de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement et de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies, la CEA. Le principal mandat de la CODA est de ramener les acteurs non étatiques, les journalistes, les chercheurs, la société civile, dans des débats qui sont en général entretenus par des organisations intergouvernementales, principalement l'Union africaine, et qui concernent en général que les gouvernements ou des diplomates. Et donc, on peut dire qu'en 10 ans, en fait, maintenant, à ce stade-ci, à cause de cet effort et beaucoup d'autres, on peut quand même se féliciter du fait qu'on ne discute pas des grandes questions sans faire intervenir au moins la société civile et de façon structurée. Et donc, nous sommes contents de cet effort-là. Nous continuons dans cette lancée. Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre organisation ? Alors, ce qui fait la spécificité de l'organisation, c'est c'est une structure petite, donc flexible, qui fait partie prenante de l'organisation de l'Union africaine ou de la BAD ou de la CEA. Les employés sont des employés de ces organisations-là. Les thèmes sur lesquels nous travaillons sont les grands thèmes qui ont été choisis et qui sont à l'ordre du jour des grandes réunions, comme actuellement à l'Assemblée des chefs d'État africains. Et nous prenons une ou deux de ces grandes initiatives et nous le faisons avancer de manière à ce que les organisations intergouvernementales en général ne sont ni mandatées à le faire ni habilitées à le faire. Récemment, en 2019, on a eu 2 dialogues de haut niveau sur la ZLECAf. Le premier dialogue, c'était en préparation au lancement de la phase opératoire de la ZLECAf à Niamey, et c'était pour amener la société civile et les chercheurs à discuter cette question qui a été très largement, uniquement discutée par les négociateurs des gouvernements. Et puis, on a senti aussi l'inconfort. C'était le cas du Nigeria qui a mis un peu de temps pour signer, qu'il a fait tout juste avant Niamey, sous la pression, disons, du secteur privé et des chambres de commerce. Donc, on a aussi facilité une discussion en novembre dernier avec les chambres de commerce africaines et de toutes les associations de travail pour qu'ils aient que ce qu'ils pensent quand même soit pris en charge dans les processus de négociation de la ZLECAf, surtout dans la phase opératoire, parce que c'est quand même un projet qui va toucher énormément de monde. Et la CODA a un secrétariat, comme je disais, qui est intégré à l'organisation. On est basé à l'intérieur de l'UA, on a aussi un bureau aux Nations Unies. Et on sert aussi de secrétariat pour le panel de haut niveau sur le flux financier illicite. Et depuis 10 ans, c'est là-dessus qu'on travaille également. Des structures du genre, on en compte beaucoup. Est-ce que la vôtre ne serait pas de trop ? Quelle est son utilité ? Ça dépend à qui on pose la question. Pour le moment, on sait qu'elle a été importante dans ces discussions-là pour
les chercheurs, la société civile et les médias pour avoir un échange structuré avec au minimum la Commission de l'Union africaine. Et dans ce sens-là, on a réussi cet effort. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui font le même travail? Très certainement. Mais je n'ai jamais voulu accepter cette notion, surtout quand on parle de notre continent, qu'il y a quelque chose de trop. La tâche est tellement colossale que je pense que ça nous prendrait, nous tous et plus encore, pour y arriver. On voit bien qu'on n'y arrive pas facilement. En 10 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre organisation? On peut dire qu'en tant que petite initiative, ce n'est pas une grosse organisation, c'est une initiative qui est à l'intérieur des organisations qui ont été établies par des États membres. Elle est largement acceptée. Dans le cadre de ce sommet, par exemple, on a coordonné avec le gouvernement du Nigeria cette initiative dont nous sommes très fiers maintenant. Il y a 2 jours, l'Afrique a adopté une position commune sur le recouvrement des biens illicites qui enfuient le continent. Et donc, voilà, on s'est assuré que cet effort-là ne soit pas perdu. Et puis, qu'on le veuille ou non, les intérêts des gouvernements changent, les organisations évoluent avec les gouvernements et puis la voix du plus fort. Le CODA, par exemple, a été instrumental dans la lutte contre les flux financiers illicites. Et depuis que le panel de haut niveau a sorti son rapport avec Thabo Mbeki, on a tourné ça en un cadre de suivi et évaluation. Il y avait 38 recommandations. Nous nous assurons d'ailleurs la position commune africaine qui vient d'être articulée pour le continent n'est qu'une recommandation sur 38. Et ça nous a pris pratiquement 1 an et demi de travail. Donc c'est pour vous dire, au minimum de 11 organisations. Et donc il y a beaucoup de travail de fond qui doit être fait et des organisations qui peuvent se concentrer juste sur un seul élément, puisque l'agenda politique peut être ce qu'il veut, mais il y a un travail technique qui doit être suivi et c'est à ça que servent les petites organisations comme les nôtres. Vous avez parlé de la position commune de l'Afrique sur le recouvrement. Comment vous allez procéder? Alors, nous sommes arrivés dans cet exercice-là d'un point de vue du travail du panel de haut niveau. Le panel de haut niveau a été mis en place en 2012. Il a rendu son rapport 2 ans plus tard au ministre des Finances et de l'Économie, et puis qui ont demandé que ça aille au chef d'État. On a donc une déclaration de 2015 sur les flux financiers illicites, qui a été rien d'autre que l'adoption du rapport et des recommandations, des 38 recommandations qui sont maintenant le cadre pour la lutte structurée contre les flux financiers illicites. Et une de ces recommandations était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça ne s'est passé qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité, en Asie, dans le cas de Marcos, où l'argent qui est gelé, s'il est reconnu pour être africain, le panel a recommandé qu'on ne le laisse pas dans les banques qui l'ont accepté au départ, parce qu'on part du principe que les banques ou l'argent, quand il est gelé dans un pays ou dans une banque, mais ils sont quand même aussi coupables que les autres. Si j'essaie de déposer mes économies, je dois prouver d'où ça vient. Si c'est des milliards de dollars, ils l'acceptent, c'est tout un mécanisme qui vous permet d'ailleurs de cacher tout ça, les juridictions, les paradis fiscaux, etc. Et donc, tout cet effort-là et toute cette hypocrisie de la diplomatie internationale doit être confrontée de façon structurée, parce qu'un pays à la fois, il n'y arrive pas. Et on était content que le Nigeria ait fait quand même un grand effort, mais sous le cadre de la corruption. Et c'est dans cet effort-là, c'est cet effort-là qu'on a accompagné pour articuler cette position commune, qui est maintenant que c'est adopté, la décision va passer demain. Au niveau des chefs d'État, mais au niveau du Conseil exécutif, le document lui-même a été adopté. Ça, c'est un cadre politique qui nous permettra de mettre en place un certain nombre de mécanismes de recherche et d'appui aux efforts nationaux, parce qu'ils n'y arrivent pas. On n'écoute pas nécessairement un pays qui, un individu d'un pays qui est venu amener son argent par lui-même et qui est criminalisé dans une autre juridiction. L'Afrique perd environ 50 milliards au minimum par an par le flux financier illicite. Comment arrêter cette hémorragie?
illégal par rapport à illicite, c'est que c'est une interprétation serrée et justement de pratiques comptables qui, si elles étaient pratiquées normalement, n'auraient pas. Effectivement, ils profitent des problèmes de capacité, donc du cadre institutionnel qui n'est pas là et des trous dans le cadre juridique, justement. Et l'effort dans ce sens consiste à appuyer les États membres à avoir cette capacité. Bon, il y a énormément de cet effort qui est lié aussi à de la volonté politique, mais la volonté politique en ce qui nous concerne au niveau régional, elle est là. Au niveau national, c'est plutôt un problème de capacité. Et au niveau global, un problème de la coopération internationale qui ne se fait pas encore comme il faut, surtout sur cette question-là. Quel message en direction de tous ces acteurs? Alors je crois qu'il faudrait, maintenant qu'on vient d'avoir une position commune africaine, la populariser au niveau national. Au niveau régional, c'est fait, au niveau global également, parce que cette pression-là présente et structurée, organisée, recherchée, qui est basée sur quelque chose, va nous aider à long terme à gérer ces questions-là. Vous parliez des 50 milliards de dollars, ce sont des chiffres de 2014, sur la base de ce qu'on avait comme données jusqu'en 2000, là on est en train de sortir un certain nombre d'autres chiffres parce que la méthodologie a été raffinée et on parle bien d'au-delà de 100 milliards de dollars qui fuient le continent, qui est un minimum de 4 fois ce qu'on nous promet. Alors on ne sait pas qui aide qui, mais on a un sérieux problème dans ce sens-là.